Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi et demi. Vous pouvez participer, vous le savez, 0826 300 300. Nous allons aborder plusieurs sujets dans l'actualité, une actualité riche aujourd'hui. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que ce sera la dernière? À l'appel de l'intersyndicale, les premiers décrets d'application de la réforme ont été publiés. Le président de la République n'a pas reculé, faute de grève suffisante. Dans un instant avec nous, le président de la CFE-CGC, François Omril, qui fait partie de l'intersyndicale. En Ukraine, le barrage de Nova Kakhovka, près de Kherson, en partie éventré. Les images sont impressionnantes. Inondations, coupures d'électricité, menaces pour la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Nous ferons le point. 11h midi, débat sur le logement. Le plan du gouvernement pour soutenir le secteur est-il suffisant? Accès à la propriété, marché de la location, relance de la construction neuve, développement du logement social, rénovation de logements, emploi, crédit immobilier. Nous aborderons tous ces sujets dans notre débat entre 11h et midi. Et puis, le 6 juin 1944, il y a 79 ans, débarquement allié sur les plages normandes. Ce débarquement a-t-il été décisif pour la victoire des Alliés contre les nazis? Est-ce un mythe entretenu par les Américains? 150 000 soldats alliés venus de 13 pays ont commencé à débarquer le 6 juin 1944. À 12h10 avec nous, l'historien Dimitri Casali. Dans quel monde on vit avec vous, Félix Mathieu? Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. L'argent liquide, l'argent que nous avons dans nos poches ou dans nos portefeuilles, va-t-il disparaître un jour prochain? En tout cas, Félix, les Français retirent de moins en moins aux distributeurs. Oui, seulement 1 à 2 retraits d'espèces par mois. C'est une moyenne. 1,5 retraits aux distributeurs de billets, très précisément, pour un montant moyen de 48 €, selon cette étude Panorabank révélée par Le Parisien aujourd'hui en France. Il y a même des jusqu'au boutistes. 7% d'entre nous ne retirent tout simplement plus jamais d'argent liquide. Alors au contraire, les irréductibles, gros utilisateurs d'argent liquide, ceux qui retirent plus de 5 fois par mois, eux ne représentent plus que 4% des usagers. La tendance se poursuit d'année en année. Parallèlement, on effectue en moyenne une vingtaine de paiements par carte pour un montant moyen de 29 €. Paiement sans contact désormais dans 8 cas sur 10, souvent quand c'est pour moins de 50 €. Ce qui accroît aussi cette dématérialisation de l'usage de l'argent, eh bien, c'est la possibilité désormais de payer avec son smartphone comme si c'était une carte, tendance surtout chez les plus jeunes. Et puis il y a aussi le fait que depuis le Covid, les commerçants sont plus arrangeants. Les boulangeries et les tabacs sont moins nombreuses qu'avant à exiger un montant minimum pour permettre le paiement par carte. Enfin, on achève bien l'argent liquide. Les frais bancaires aussi ont augmenté quand vous retirez dans le distributeur d'une autre banque que la vôtre, pour un peu plus d'une douzaine d'euros de frais bancaires par an en moyenne, ce qui là aussi peut détourner de l'argent liquide. Alors, est-ce que vous avez... Moi, j'ai toujours de l'argent liquide sur moi, je paie toujours en argent liquide. Mais vous changez, je suis d'une ancienne génération. Est-ce votre cas? Est-ce que vous utilisez toujours de l'argent liquide? Racontez-nous, 0826 300 300. On en parle évidemment ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je voudrais vous parler d'autre chose qui m'a un peu scandalisé. Et vous savez, c'est la conséquence du politiquement correct. Ça s'est passé à Roland-Garros hier. Ce sont les dégâts du politiquement correct. Alexandre Zverev, le joueur allemand, hier soir jouait son 8e de finale qu'il a gagné contre le Bulgare Dimitrov. Alexandre Zverev est diabétique depuis l'âge de 3 ans. Il vérifie régulièrement sa glycémie et notamment pendant les matchs du tournoi. Évidemment, il est obligé lorsqu'il change de côté du court. Il est même obligé parfois de s'auto-injecter de l'insuline. Eh bien, hier, il a été obligé de s'injecter, de se faire une piqûre d'insuline lors d'un transfert, enfin d'un passage d'un côté du court à l'autre, pour maintenir son taux de sucre dans le sang. Et il a été stoppé
parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas autorisé sur le terrain à s'injecter de l'insuline et qu'il était obligé d'aller aux toilettes pour le faire. Alexandre Zverev a été consterné par cette décision. Il explique que lors d'un match au meilleur des 5-7, il pourrait avoir besoin de s'injecter 4 ou 5 fois. Or, il n'a le droit d'aller aux toilettes que 2 fois. Donc, comment faire? Il a informé les fonctionnaires de Roland-Garros que cela était, enfin les fonctionnaires, l'intendance de Roland-Garros, que cela était nécessaire à son bien-être et même à sa vie. J'aimerais que des diabétiques interviennent et nous disent comment font-ils, comment faites-vous pour vous injecter en public de l'insuline? Est-ce que vous vous cachez? Racontez-nous. Il est 10h38. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Vous savez que c'est très simple. Hein. Vous pouvez nous retrouver tous les jours de 10h30 à midi et demi en direct. Si vous avez manqué le direct, vous pouvez réécouter l'émission. Aucun problème. Elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Pour le direct, c'est pas compliqué. C'est à la radio. Évidemment, avec la fréquence de votre lieu de résidence. À Paris, en Ile-de-France, c'est par exemple 99.9. Sur l'application Sud Radio aussi. Vous pouvez, sur votre smartphone, vous appuyer et vous écouter Sud Radio sur le site sudradio.fr, sur le Facebook Live et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Il est 10h38. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec François Omril, le président de la CFE-CGC. François Omril, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 2 jours avant l'arrivée à l'Assemblée nationale de l'amendement de la proposition de loi Lyotte abrogeant cette réforme des retraites. Est-ce que ce sera, selon vous, la dernière journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale ? Bon, moi je ne sais pas le dire si ce sera la dernière journée à l'appel de l'intersyndicale. Il peut y en avoir d'autres, il ne faut pas l'exclure en fait. Ce qu'il faut avoir en tête, et ce que Emmanuel Macron doit comprendre, y compris son gouvernement, l'actuel, voire des gouvernements futurs, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que nous ne cesserons jamais de nous opposer à cette loi. Parce que cette loi est mal née, mal faite, injuste, injustifiée depuis le début. Le combat que l'on a lancé contre ce projet est un combat juste et beaucoup de gens, la majorité de la population, ils nous ont rejoints sur ce sujet-là et donc nous avons le devoir de continuer à les représenter et c'est la raison pour laquelle, sur la question des retraites et de cette loi en particulier, nous ne baisserons pas les armes. Vous ne baisserez pas les armes. Les premiers décrets d'application de la réforme ont été publiés, dont celui qui recule l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Le président de la République n'a pas reculé. Pourquoi? Faute de grève suffisante, selon vous? Moi, je ne suis pas certain que le niveau des grèves aurait changé quoi que ce soit. Il y a eu, je pense, suffisamment de mobilisation, suffisamment de démonstrations, que ce soit des démonstrations théoriques, pratiques, argumentées contre cette réforme. Il y en a eu suffisamment. Le président de la République s'est arc-bouté sur une décision en disant mais finalement, c'est moi le président, c'est moi qui décide et personne ne peut entraver cette marche en avant, et y compris, bien entendu, l'Assemblée nationale, puisque les petites manœuvres qui ont eu lieu ces derniers jours en commission des affaires sociales pour retirer l'article 1 de la proposition de loi participent de la même méthode, c'est-à-dire empêcher l'Assemblée nationale de s'exprimer in fine pour ou contre cette loi dont personne ne veut parce qu'elle n'est pas justifiée. Mais François Omril, en commission des affaires sociales, les députés ont voté. Les députés ont voté, Dieu merci, hein, on les a pas empêchés de voter. Oui. Mais il reste que l'Assemblée nationale, elle, il y a un risque qu'elle ne vote pas. Il y a eu le 49.3 dans la navette ordinaire, et là, il y a une proposition de loi vidée de sa substance, je le dis, par des petites combines en commission, parce qu'enfin, personne n'est dupe. Moi, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, bien entendu, comme vous, comme tout le monde. Mais je m'intéresse, je m'informe, j'écoute, j'essaye de comprendre. Et j'ai appris, comme tout le monde, que toutes les propositions de loi qui ont été faites depuis que l'article 40 existe dans la Constitution, elles auraient pu être retoquées au motif, justement, qu'elles avaient un impact sur les finances publiques. Et que, comprenant cela, et depuis le début, la capacité donnée à l'Assemblée nationale de faire des propositions de loi, elle a été respectée parce qu'il a toujours été accepté le principe qu'il y avait une formulation, et c'est le cas ici, qui permettait d'envisager que par le futur,
les mesures de cette proposition de loi allaient être compensées sur le plan budgétaire. Excusez-moi, c'est un peu complexe tout ça, mais c'est quand même finalement assez facile à comprendre qu'il y a 2 poids 2 mesures et que le groupe Renaissance à l'Assemblée a tout fait pour mettre en œuvre l'abandon de cette proposition de loi, alors que lui-même en a fait d'autres par le passé qui avaient un impact budgétaire. C'est quand même grossier comme méthode. François Omril, pourquoi l'opinion publique seule ne suffit pas pour la réussite d'un mouvement ? C'est une bonne question parce que l'opinion publique est une chose. La bataille de l'opinion, nous l'avons gagnée depuis le début parce que nos arguments étaient solides. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand même justement l'argumentaire, la façon dont on a démontré qu'il y avait d'autres urgences, d'autres sujets. Vous savez, il y a quand même quelque chose, vous avez évoqué tout à l'heure les deux décrets qui ont été parus. Il en faudra 31 au total. Et déjà sur ces 2 premiers décrets, on a pu mesurer à quel point l'impréparation était forte sur le sujet. Parce que il faut rappeler une chose. Il y a eu un certain nombre de réformes de retraite depuis 30 ans. Il y en a eu, on va dire, entre 5 et 7 qui sont relativement majeures. Aucune réforme n'a été d'application dans l'année. Aucune. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que c'est impossible, en fait. Parce qu'il y a des problèmes d'informatique, de formation du personnel. Là, pour pouvoir utiliser le véhicule législatif de modification d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ils ont été obligés de prétendre qu'ils appliqueraient la loi dès 2023. Mais tout le monde sait que c'est quasiment impossible, en fait, et que ça va générer du burn-out, des difficultés administratives. Et ça, c'est scandaleux. Oui. Est-ce que la page est en train d'être tournée, franchement ? L'opinion publique, maintenant, les Français ont peut-être l'esprit ailleurs, François Omril. Est-ce que la page est en train d'être tournée ? Écoutez, moi je trouve ça bien que d'une certaine façon les Français ils puissent avoir aussi un peu l'esprit ailleurs, parce que sinon on aurait des soucis à se faire pour leur morale. Et je suis d'accord aussi, j'entends votre journal et l'énoncé des titres, il y a quand même beaucoup d'autres sujets qui méritent qu'on s'en inquiète. Mais si je juge du côté des syndicats, de l'intersyndicale et de leur mobilisation, non, la page n'est pas tournée. Et je rebondis sur votre toute première question. Est-ce que c'est la dernière manifestation ? Moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr... Vous le souhaitez ou pas ? Vous le souhaitez ou pas ? Moi, je ne sais pas. Ce que je souhaite, c'est qu'on se reparle dans 6 mois et que nous discutions à nouveau de ce sujet de cette loi sur les retraites qui n'est pas acceptée, et que je puisse vous dire, eh bien écoutez, nous allons mobiliser un autre argument, nous allons reposer une demande de référendum parce que nous avons passé le délai d'1 an après la promulgation de la loi, et nous continuons à être mobilisés. Et pour soutenir cette mobilisation-là, nous allons proposer une manifestation pour pouvoir... oui, mais François Omril, vous ne me répondez pas là, en l'occurrence. Est-ce la dernière mobilisation de l'intersyndicale ? Non, la réponse est non, ça n'est pas la dernière mobilisation de l'intersyndicale. Ce n'est pas la dernière journée de mobilisation. Il y aura d'autres manifestations de la capacité d'agir avant l'été, et il y aura peut-être d'autres manifestations avant l'été. Vous savez, l'été va venir vite, l'été vient le 21 juin, donc c'est peu probable, très sincèrement, qu'il y en ait d'autres. Je crois que l'été va se passer, et puis on va donner rendez-vous à tout le monde à la rentrée. Et à ce moment-là, on verra tous ensemble ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir faire échec à cette loi. Merci. Attendez, François Omril, parce que j'ai un auditeur qui est intervenu pendant que vous parliez. Steve, qui est à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Steve. Bonjour. Vous avez été syndiqué pendant 17 ans à la CGT. Vous ne croyez plus en l'action syndicale. Dites-nous pourquoi. En fait, l'action syndicale, c'est comme beaucoup d'autres choses. C'est juste pour vous tenir pendant un moment. On vous dit simplement quel jour vous pouvez sortir avec vos petits drapeaux dans la rue, quel parcours suivre. Donc pour des gens qui disent ne pas être des moutons, et donc quand j'entends les chansons on lâche rien, et que pendant des semaines on lâche, finalement, au final ça mène toujours à rien, et puis c'est toujours comme le soufflet, quoi. Il y a toujours du monde au début, et puis là je suis passé justement au rassemblement et il n'y a déjà plus personne, quoi. Il n'y a pas plus personne, il y aura du monde aujourd'hui, mais enfin il y a moins de monde qu'au pic de la contestation. François Omril, que répondez-vous à Steve ? Je lui réponds que dans une section syndicale d'entreprise, il y a tous les points de vue. Et quand on représente les gens, il faut trouver des moyens pour tous les représenter. Dans une section syndicale de 5 personnes, dans une petite entreprise,
comme dans une grosse section de 500 dans une grande entreprise, eh bien vous avez des gens qui vous disent ça sert à rien de manifester, il ne faut pas appeler à la manifestation. Et il y en a d'autres du même syndicat, du même âge, de la même formation, qui disent il faut sortir tous les jours jusqu'à ce qu'enfin on obtienne un résultat. Et nous, qui sommes des responsables syndicaux, eh bien, on doit faire la synthèse de tout ça. Que ça n'est pas facile et que, effectivement, quand on se retrouve confronté à des gens qui ne veulent pas entendre raison, eh bien, c'est très, très difficile, notre mission. Merci François Omril, merci Steve. Il est 10h47. Emmanuel Galichet est avec nous dans un instant. Nous allons partir pour le sud de l'Ukraine. Les images sont impressionnantes. Le barrage de Nova Kakhovka, près de Kherson, a été en partie détruit. Je suis en train de regarder les images sur LCI. Je dois dire que c'est spectaculaire. Inondations, coupure d'électricité, menace ou pas pour la centrale nucléaire de Zaporijia. Nous faisons le point dans un instant avec Emmanuel Galichet, qui est enseignante-chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. Nous allons parler de la centrale nucléaire de Zaporijia qu'elle connaît. Et nous allons voir s'il y a danger réel pour tout le monde. Il y a déjà un danger pour la faune et la flore de la région, un danger pour les populations, un danger d'inondation. Mais est-ce qu'il y a un danger nucléaire ou pas? Nous saurons tout dans 2 minutes. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner. 10h48. Jean-Jacques Bourdin. Partons pour le sud de l'Ukraine. Le barrage de Nova Kakhovka, près de Kherson, en partie éventré. Barrage donc en partie détruit. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement. Félix Mathieu, plusieurs villages évacués. Oui, la compagnie des chemins de fer ukrainienne augmente le trafic de ses trains pour aider les autorités locales à évacuer des habitants de Kherson et des villages proches. Environ 16 000 personnes se trouvent en zone critique, déclare sur Telegram le chef de l'administration militaire pro-russe de cette région de Kherson. Le déferlement d'eau a atteint plusieurs bourgs proches du barrage, selon cette administration régionale installée par la Russie. Administration pro-russe qui cherche, cela dit, à minimiser ou en tout cas à rassurer. Le barrage n'est pas détruit et c'est un bonheur immense, déclare dans un communiqué ce chef du gouvernement régional. S'il le faut, dit-il, nous sommes prêts à évacuer les habitants des villages riverains. Pour autant, selon lui, leur vie n'est pas menacée. C'est ce qu'il prétend. Il en appelle à ne pas céder à la panique. Selon la Russie, ce sont des frappes russes, des frappes ukrainiennes selon la Russie qui auraient partiellement endommagé l'ouvrage. Côté ukrainien, justement, le président Zelensky convoque d'urgence son Conseil national de sécurité. Le barrage a été complètement détruit, affirme de son côté la Société nationale ukrainienne de production d'énergie hydroélectrique. La centrale ne peut pas être restaurée selon la compagnie. Elle affirme que la Russie a fait sauter la station depuis l'intérieur de la salle des machines. La Russie devra rendre des comptes, réagit le président du Conseil européen, Charles Michel. Aucun risque pour la sûreté nucléaire à Zaporijia, indique l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais une catastrophe écologique mondiale se joue maintenant et des milliers d'animaux et d'écosystèmes seront détruits dans les prochaines heures, s'alarme le gouvernement ukrainien. La centrale hydroélectrique du barrage qui a été en partie détruite. Emmanuel Galichet, bonjour. Bonjour. Enseignante-chercheuse physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. Je parlais de la centrale hydroélectrique, évidemment, du barrage. Je ne parlais pas de la centrale nucléaire de Zaporijia, qui est toujours dirigée par les Russes, Emmanuel Galichet. Est-ce qu'il y a danger, justement, pour cette centrale nucléaire de Zaporijia qui est en aval ? Qui est au-dessus. Qui est au-dessus même, oui, pardon. Oui, qui est pas. Je dis en aval, en amont, évidemment. En amont, exactement, vous avez raison. Donc elle est en amont et elle est aujourd'hui arrêtée. 5 des 6 cœurs sont en arrêt à froid total, un dernier cœur en arrêt à chaud. Donc elle ne produit plus d'électricité, donc il n'y a plus de problématique très forte de refroidissement. Il faut encore refroidir, bien sûr, mais aujourd'hui on n'est pas dans une problématique de sûreté nucléaire. Elle est refroidie par les eaux du Dniepr, Elle est refroidie par plein de circuits. Vous savez, voilà, il y a beaucoup de redondance. Ça veut dire qu'il y a plusieurs circuits de refroidissement. Et donc, le lac du Dniepr, justement, cette retenue d'eau, était une des sources de refroidissement de la centrale, mais pas la seule. Voilà, le barrage, lui, est situé dans une zone contrôlée par l'armée russe. La centrale est toujours contrôlée par les Russes, Emmanuel Galichet. Oui, vous avez raison, tout à fait. Et le personnel est ukrainien ?
Oui, normalement, il y a du personnel aussi russe, mais effectivement, il est en grande partie, en majorité ukrainien, et certains ont dû signer des contrats avec Rosatom, donc avec les Russes. Donc il y a une partie qui est sous contrat avec Energatom et une partie sous contrat. Bien, la destruction partielle du barrage n'a aucune conséquence donc sur la centrale nucléaire, disons-le clairement, hein, Emmanuel Galichet. Rappelons quand même l'importance de cette centrale nucléaire. Alors oui, elle était en fonctionnement. Oui, elle produisait de l'électricité pour à peu près 20% de l'électricité totale de l'Ukraine. C'est une grande centrale nucléaire. C'est comme vous le savez la plus grande d'Europe, avec 6 réacteurs d'à peu près 1000 mégawatts. Et donc c'était effectivement une grosse partie pour l'électricité en Ukraine. On voit là qu'avec encore une fois la destruction d'une deuxième centrale, cette fois-ci hydroélectrique, on commence sûrement que l'Ukraine va avoir des problématiques quand même d'approvisionnement en électricité. En électricité, c'est peut-être aussi une volonté de guerre, si je puis dire. C'est possible. Évidemment. Merci Emmanuel Galichet pour ces quelques précisions qui sont indispensables, au moins c'est clair pour nous tous. Il est 10h56 et c'est l'objectif, hein, essayer de vous informer le mieux possible, savoir et comprendre en toute impartialité. Il est 10h57. Merci, nous allons parler d'immobilier, de logement surtout, le logement qui est un sujet essentiel. J'ai la sensation depuis des années que les responsables politiques ne prennent pas la mesure de l'importance du logement. Le logement qui est notre première dépense à tous, le logement. Le plan du gouvernement, un plan a été présenté hier, mais il me paraît-il suffisant. Les professionnels sont sceptiques. Alors, le plan du gouvernement pour soutenir le secteur est-il suffisant? Accès à la propriété, marché de la location, relance de la construction neuve, développement du logement social, rénovation de logements, mais aussi emploi et crédit immobilier. Nous allons parler de tout cela entre 11h et midi. C'est notre débat du jour avec nos spécialistes de la question. À tout de suite sur l'antenne de Sud Radio. Et si vous voulez intervenir, 0826 300 300. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04. Merci d'être avec nous. Nous allons parler logement, immobilier, logement. C'est un sujet majeur. Je me tue à le répéter. Ça fait tant d'années que je fais ce métier, ça fait tant d'années que je répète que le logement est un sujet majeur, mais les politiques, j'ai l'impression, ne s'y intéressent pas vraiment. Le logement, c'est la première dépense pour un ménage. La première dépense. Donc, imaginez en toute une vie combien le logement est important. Quand on a un toit sur la tête, et surtout quand ce toit est payé, on peut aborder la retraite avec plus de soulagement. C'est beaucoup plus facile. Donc, le logement, c'est essentiel. Hier, le gouvernement nous a présenté un nouveau plan pour soutenir le secteur. Alors, ce plan est déjà très critiqué. Est-il suffisant ou pas? Nous allons regarder en détail l'accès à la propriété, le marché de la location, la relance de la construction neuve, le logement social, les crédits immobiliers, la rénovation des logements. Nous allons parler de tout cela avec nos invités. Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Loïc Quentin, président de la Fédération nationale de l'immobilier. La FNAIM, bonjour. Bonjour. Et Brice Cardi, PDG du réseau L'Adresse. Bonjour. Bonjour. Réseau L'Adresse, précisez combien d'agences immobilières? Réseau coopératif composé par 350 agences. 350 agences. Bien. Nous aurons peut-être en ligne aussi des auditeurs ou des auditrices au 0826 300 300 qui vont nous parler de leurs soucis, de leurs espoirs, je ne sais pas moi, de leur logement, rénovation, achat, location, enfin, etc., etc. 11h05, vous êtes sur Sud Radio. Commençons tout de suite notre débat. Je vais faire un tour de table avec vous trois. Vous allez me répondre brièvement si possible. Le plan du gouvernement pour soutenir le secteur est-il suffisant? Je commence avec Loïc Quentin. Déception et colère des professionnels, les mesures attendues et qui étaient nécessaires pour faire face aux besoins en logement des Français ne sont pas là. Absence d'anticipation, de prévision, de projection et d'analyse, c'était un échec. Un échec pour le président de la Fédération nationale de l'immobilier. Un échec, Pascal Boulanger? Quel plan? Je ne sais pas, moi. Le plan présenté hier. Non, on s'attendait à un électrochoc, on a eu à peine de l'homéopathie. À peine de l'homéopathie. Oui, échec, déception, même thèse que Loïc. Président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France. Brice Cardi. Tout ça pour ça. On n'attendait pas grand-chose, donc on n'a pas eu de surprise, on n'a rien eu.
Donc voilà, donc il va falloir continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire travailler, accompagner les Français et régler les problèmes par nous-mêmes. Donc vous voilà tous les trois déçus. Alors les réactions sont dans l'ensemble convergentes, hein, les mêmes que les vôtres. J'ai vu une ou deux réactions moins sévères que vous sur le social, sur l'accès à la propriété. Bon, on va commencer, si vous voulez bien, justement par la relance de la construction. Alors, au niveau de la construction, difficulté pour obtenir des permis de construire. Vous êtes confronté à cela. Alors moi, je suis pas constructeur. On m'a demandé à Pascal Boulanger de répondre. Oui, c'est vrai, c'est Pascal Boulanger. Oui, alors nous, depuis 3 ans, on a une crise de l'offre. Je l'ai déjà exprimé sur votre antenne. Oui. Les maires rechignent pour des raisons qu'on comprend à signer des permis de construire. Et nous, on voulait que l'on trouve une solution pour inciter les maires à signer des permis. C'était, par exemple, l'idée de flécher une partie de la TVA au-dessus d'un certain seuil. En fait, on faisait la moyenne de ce qu'une ville construisait. Oui. Et puis, si elle faisait mieux, il y avait un partage de la TVA entre Bercy et la commune. Cette mesure a été proposée vraiment par le CNR, n'a pas du tout été retenue. Donc, ça, c'est Bercy qui a dit non. Hein. Oui, mais Bercy a tort de dire non parce que c'était sur le plus. Donc, on a amélioré l'assiette, après on partageait. Ça veut dire qu'il faut construire. On a besoin de construire aujourd'hui en France. Écoutez, tout le monde est d'accord sur ce chiffre. Il faut entre 450 000 minimum et 500 000 logements par an. Combien a-t-on construit l'année dernière ? 330. 330, donc on est en déficit. Oui, cette année on sera en dessous de 300. En dessous de 300 cette année ? Oui. En dessous de 300. Logements sociaux compris ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc on a un déficit de 150 000 logements cette année, ce qui fait dire à la Fédération du bâtiment que, je ne sais pas si vous savez cette règle, mais un logement c'est 2 emplois. Donc il en manque 150 000, vous avez compris ce qui va arriver dans les 2 ans à venir. Une baisse de l'emploi. De 300 000 emplois à peu près. De 300 000 emplois. 150 000 l'année prochaine et on va remettre le même chiffre. Donc ce plan ne relance pas la construction neuve ? Non, franchement non. Non. Aucune mesure ne vous paraît... Mais non, parce que nous, on tenait fortement à un statut du bailleur privé. Là, je vous parle de la demande. Oui. On tenait à ce que le Pinel soit prolongé. Alors, et disparition du Pinel en 2024, à la fin, le 31 décembre. Oui, non, c'est 31 décembre 2024 31 décembre 2024. Ou 2023 24. 24, d'accord. Donc encore un an. Quoi. Encore un an et demi. Oui. D'accord. Alors c'est quoi le Pinel ? Rappelez, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Alors, pour faire vite, c'est un avantage fiscal qui est donné à tout propriétaire qui fait l'acquisition d'un logement dans le but de louer à titre d'habitation principale, un logement neuf. Et donc aujourd'hui, ce Pinel fonctionnait bien. Il a été changé en Pinel Plus qui ne fonctionne pas. Et du coup, le côté un peu cynique du gouvernement, c'est de nous dire, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et forcément, ils ont tout changé. Donc ils nous disent, comme ça ne fonctionne pas, on peut l'arrêter. On supprime. Mais nous, on sait très bien comment ça fonctionne, et ça fonctionnait très bien, puisque c'était 50% pour nous des promoteurs de nos ventes. Donc ça va freiner des propriétaires potentiels qui voulaient acheter pour louer, et pour, en louant, avoir quelques avantages fiscaux. Alors, quelques avantages fiscaux, mais surtout le côté positif de ce dispositif, c'est que ça plafonnait les loyers, et ça plafonnait les ressources des locataires. Donc, si vous voulez, c'était un logement qu'on pouvait dire intermédiaire, le mot est un peu excessif, mais il faut l'employer, et ça permettait à des gens de trouver un logement à prix normal, ça a régulé le prix du marché. Aujourd'hui, on nous supprime ça. Bon, donc les promoteurs... Pas contents. Pas contents, mais je sens que vous n'êtes pas contents du tout. Bon, vous avez des remarques sur la construction neuve à faire ? Oui. Sur la construction neuve, si vous voulez, c'est bon. On comprend, d'abord, Emmanuel Macron a été ministre de l'économie, quand il avait un tel dispositif, il ne l'a jamais condamné à l'époque. Oui. Et il le remet en cause maintenant. Bon, mais on n'enlève pas un dispositif qui existe depuis 36 ans, parce que c'est depuis 36 ans... Oui, parce qu'avant le Pinel, il y avait d'autres dispositifs. Les dispositifs que nous avons connus, qui était un soutien à l'investissement locatif. On ne soutient pas, on ne débranche pas comme ça une mesure sans avoir un dispositif de substitution, et c'est ce qu'on peut regretter au moment même où on a les taux d'intérêt qui sont élevés, au moment même la commercialisation est difficile à entreprendre. Donc pas de produit de substitution, grave erreur qui va amener un arrêt brutal des constructions de logements. Bon, arrêt brutal, construction de logements. Et dans le logement social ? Est-ce qu'il y a des mesures dans la construction de logements sociaux ? Est-ce qu'il y a des mesures qui vous paraissent efficaces ? M. Bourdin, c'est que les promoteurs immobiliers contribuent à la construction de 54% du logement social. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, nos chiffres s'effondrent. À due concurrence, les chiffres du logement social vont suivre.
Alors que la demande est de plus en plus forte. Bien sûr, c'est pour ça que nous ne sommes pas contents. S'il n'y avait pas de demande, on dirait c'est peut-être un métier qui s'arrête. Il y a des métiers qui s'arrêtent. Là, on a une demande de plus en plus forte sur l'accession, sur l'investissement, sur le logement social, sur le logement intermédiaire, et on fait tout pour que ça s'arrête. Mais il y a aussi la volonté quand même de réhabiliter des logements sociaux. Il y a des aides à la réhabilitation. Oui, d'accord, mais ça ne crée pas de logement. Oui. Oui, ça réhabilite des logements, ça réhabilite des logements, mais ça n'en crée pas. Ça ne crée pas de logement. Il n'y a aucune mesure dans le plan qui permettrait d'accélérer la construction de logements sociaux. Franchement, j'étais tout à l'heure avec la présidente de l'USH, Emmanuelle Cos, elle est très en colère également. Elle est catastrophée aussi. Oui, je viens de la quitter il y a une demi-heure, on était ensemble à la même réunion, elle n'est pas contente. Dites-moi. Bon, alors, on va parler, l'accès à la propriété. Parler de l'accès à la propriété. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire une petite pause, il est 11h12, et on va parler de l'accès à la propriété. On va voir s'il y a des mesures qui permettent un meilleur accès à la propriété. 11h12. Jean-Jacques Bourdin. Avant de poursuivre, de parler de l'accès à la propriété, du marché de la location, des crédits, etc., je voudrais m'arrêter un instant sur les normes. Rien dans le plan pour réduire les normes. Non, on a demandé une pause normative. Pascal Boulanger. Ça faisait partie de mon appel de Strasbourg du 7 juillet, il y a presque un an maintenant. Le troisième point, c'était une pause normative. On n'en peut plus. C'est pas possible. Les entreprises n'ont même pas le temps de s'adapter à une norme qu'il faut en mettre une autre. Alors, on n'a rien contre la norme si elle ne coûtait rien. Mais on estime qu'en 20 ans, la norme a coûté 20% du prix du logement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il est plus difficile de construire en France qu'ailleurs en Europe ? Est-ce que l'administration est telle que ça retarde les projets et que on prend plus de temps ? Si on compare au modèle allemand, aujourd'hui, le prix de revient de la construction neuve en France est 2 fois supérieur au modèle allemand. Ah bon ? Voilà. Donc il y a pourquoi ? Il y a la contrainte normative, il y a le prix de revient aussi, et puis il y a un tas de coûts qui est inflaté. Il y a une question d'absence de maîtrise foncière, un foncier qui est très cher, qui a pris 1200% d'augmentation en 15 ans en charge foncière sur un bilan de promoteur. Il y a aussi la contribution du parc privé dans la production de logements sociaux. Pascal Boulanger disait tout à l'heure, c'est 54% des logements sociaux qui construits par les promoteurs, mais à des prix des fois vendus à des prix inférieurs au prix de revient. Il faut que vos auditeurs le savent ça, et qui est reporté sur le prix du neuf. L'impôt palier. Et l'impôt palier, c'est-à-dire que vous achetez un appartement, vous avez la contribution logement social. Donc là-dessus, il y a de l'ordre à remettre. Il faut interdire cette pratique et on fera baisser les prix de vente. Bien. Donc les normes, rien sur les normes dans le plan. On est en train d'étrier ce plan du gouvernement. Peu importe. Peu importe. Parce que les Français ne pensent qu'à une chose, c'est peut-être quand ils le peuvent acheter. Aujourd'hui, acheter, c'est très difficile. Et pourtant, c'est un bon moment pour acheter. Je tiens aussi à rassurer. C'est un bon moment pour acheter. Oui, parce que c'est rare d'avoir des taux d'intérêt quand même beaucoup plus bas que l'inflation. Et donc, on a des prix qui, de toute façon, baissent. 2,87. Je regardais là, c'est la Banque de France qui dit 2,87. Le taux de base ? Ouais. Ah oui, mais... Non, mais les clients empruntent aujourd'hui aux alentours de 3,5. Ah bon, d'accord. Pour une inflation. C'est la Banque de France qui donne 2,87. Non, mais d'accord, mais les banques doivent prendre une petite marge, ce qui paraît normal. Oui. 3,5 est le chiffre moyen de l'emprunt aujourd'hui. Pour une inflation qui va être au moins de 6%. Donc, c'est un bon moment pour acheter. C'est un bon moment pour acheter, Brice Cardi. Simplement, encore faut-il qu'il y ait des... Mais faut-il encore que les banques acceptent de prêter ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, véritablement, c'est la filière, de manière générale, qui est grippée. Les banques, aujourd'hui, j'ose rappeler qu'il y a une capacité à pouvoir déroger à la règle par rapport au comité, au Conseil de la stabilité financière. Qui va se réunir la semaine prochaine, d'ailleurs. Voilà, qui est à 20%. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à peine à 14%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, nous, on le voit en agence immobilière. On a des dossiers qui sont refusés, mais c'est lunaire. Des dossiers qui seraient passés, mais haut la main, il y a encore quelques mois ou quelques années. Donc, clairement, aujourd'hui, il y a le système de la filière bancaire qui est grippé. On parlait de rénovation énergétique. On nous demande d'atteindre des chiffres qu'on connaît tous et qui sont inatteignables, mais pour autant la filière également est grippée. Il faut savoir que pour pouvoir bénéficier d'aide, il faut pouvoir trouver une entreprise qui soit qualifiée RGE. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est à peine 5% qui sont qualifiés RGE, donc on nous demande d'atteindre des chiffres, mais on ne nous donne pas les moyens de le faire. Donc nous on fait tout ce qu'on peut pour essayer justement d'aligner les planètes entre des propriétaires et des acquéreurs, mais faut-il encore qu'on puisse à minima être aidé. Tout à l'heure on parlait du neuf, j'ose rajouter, j'ai une parle du neuf, on parlera de la location plus tard. Je suis sur l'ancien, mais j'ai une temps de repensée
penser, on en parlait tout à l'heure quand on était en backstage, c'est les constructeurs de maisons individuelles. Le PTZ, pareil, on marche sur la tête, on n'a pas du tout... Le PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro. Il faut savoir que ce sont les primo-excédents qui ont... Alors attendez, je dis l'information, puisque hier, c'est contenu dans le plan, prolongation du prêt à taux zéro jusqu'en 2027. Pour un prêt à taux zéro pour l'achat de logements neufs dans les zones tendues et pour l'achat d'anciens à rénover en zone détendue. Et dans le collectif. Et dans le collectif. On a exclu la maison. Terminer les maisons individuelles. C'est ça. Et il faut savoir que plus de prêt à taux zéro pour les maisons individuelles. Et il faut savoir. Alors le prêt à taux zéro, on n'en parlait plus ces dernières années parce qu'on avait des taux qui étaient extrêmement bas. Mais maintenant que les taux commencent à être à un certain niveau, ça y est, le prêt à taux zéro, et on en fait nous l'écueil et on essaie de l'apporter auprès de nos clients. Je crois que c'est presque la moitié des primo-accédants aujourd'hui qui justement rêvent d'une maison neuve qui vont plus pouvoir le faire. Donc, et les primo-accédants, ce sont eux qui font le dynamisme sur le marché. Oui, mais d'un autre côté, très bien, le prêt à taux zéro pour les maisons neuves, très bien, mais enfin, vous savez très bien que tout le monde lutte contre l'artificialisation des sols. Donc les maisons individuelles qui se multiplient, évidemment, ça gagne sur les terres agricoles, par exemple, et ça, peut-être que l'opinion publique n'en veut pas aussi, je ne sais pas. Il y a débat, en tout cas. Il y a un débat, mais l'opinion publique, quand vous demandez à quelqu'un, tout le monde rêve encore de sa maison. De sa maison individuelle. Alors, mais en France, on est le pays, peut-être l'un des pays du monde où il y a le plus de maisons individuelles, non? Oui, alors je ne connais pas la stat, mais c'est un pays dans lequel on a beaucoup de maisons individuelles. Je ne sais pas si c'est le plus important. Simplement, aujourd'hui, est-ce qu'on doit toujours aller contre le bonheur de nos citoyens? Est-ce que le législateur doit toujours aller contre le bonheur? C'est une question. Bon, les maisons individuelles sont exclues de ce prêt à taux zéro. Qui peut bénéficier d'un prêt à taux zéro? Les primo-accédants. Le primo-accédant, mais il y a des conditions de ressources? Oui, alors apparemment, c'est ça. Il n'y a pas que... Voilà. On va essayer d'être un peu positif. Oui. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est le taux d'usure qui a été reconduit, je crois, jusqu'en mars 2024. Exact. Il faut quand même rappeler que si on n'avait pas eu ce taux d'usure mensualisé, très franchement, on serait dans une situation, j'ose même pas imaginer dans quelle situation on serait, parce que déjà qu'on voit que c'est chaotique. Voilà. On va dire qu'on a évité le pire. Donc ça a été reconduit. Pareil, c'est un effet d'annonce, on n'a pas encore réellement ce qui va être décidé, mais l'extension d'un effet pour pouvoir faire bénéficier le prêt à taux zéro à plus grand nombre, donc c'est-à-dire en revoyant en effet les plafonds de ressources. Voilà, maintenant on attend une fois plus que ça tombe. Est-ce qu'un ménage aujourd'hui, je vous pose des questions aussi concrètes que se posent tous nos auditeurs, d'ailleurs, je leur demande d'intervenir, 0826 300 300. Est-ce qu'un ménage aujourd'hui, sans apport, peut accéder à la propriété? Non, très difficile. C'est très difficile maintenant? Impossible, aucune banque ne prêtera. Aucune banque ne prêtera. Même... Je voudrais revenir sur le prêt à taux zéro. On exclut l'individuel. C'est quand même extrêmement grave, et notamment dans l'ancien, puisque même la rénovation peut permettre d'être éligible au prêt à taux zéro, donc pour les appartements, mais pas les maisons. On a fait une étude notamment sur les logements vacants et notamment on a eu près d'1 million de logements vacants supplémentaires en France en 15 ans. Donc des logements qui sont vides, qui ont besoin de travaux, sur lesquels aurait pu s'appuyer la rénovation énergétique pour avoir une offre de logement notamment abordable et de bon confort. Donc on exclut ces aides-là, on va laisser ce patrimoine mourir. Et généralement, ce sont dans des territoires qui ont besoin d'aide et qui sont oubliés parce qu'aujourd'hui, la politique de logement s'arrête aux frontières du périphérique et ne regarde pas ce qui se passe dans les territoires. Oui, c'est très centralisé. Très centralisé, oui. Très centralisé. Alors, que faudrait-il faire pour faciliter l'accès Faudrait motiver le bailleur qui a complètement été oublié. Par exemple, parle l'accès à la propriété. L'accès à la propriété, oui, mais les investisseurs, ils jouent un rôle extrêmement important. Oui. Là, très clairement, en voulant finalement créer une déflation sur le logement qui est en train d'arriver. Clairement, aujourd'hui, on a une baisse de prix. On voit bien au niveau de Paris. Les endroits où les prix ont le plus grimpé, ce sont les endroits où les prix baissent le plus. On le voit au niveau des volumes de vente. Nous, on a des endroits sur Paris. Sur le logement ancien. Le neuf, c'est un prix technique qui baisse pas. Oui, le neuf ne baisse pas. Non, le prix du neuf ne peut pas baisser. Il ne peut pas baisser, c'est un prix technique. Il y a un coût de la construction. Voilà, exactement. Ouais. Donc il faudra inciter, il y a une baisse vraiment là en ce moment. Sur des endroits où les prix ont le plus augmenté, oui. Paris par exemple, à l'époque je m'étais exprimé en disant que je pensais qu'on ne dépasserait pas le prix plancher, le prix fatidique des 11 000 euros le mètre carré. Aujourd'hui certains notaires commencent à s'exprimer en disant qu'il y a peut-être une histoire de quelques mois pour redescendre en dessous de 10 000 euros le mètre. Donc clairement, ça dépend où. Paris. Alors j'ai vu plusieurs reportages expliquant que beaucoup de propriétaires parisiens justement n'arrivaient plus à vendre leur logement. Mais bien sûr.
Des logements mis en vente. Mais je dirais que c'est une situation normale. Quand vous avez les taux d'intérêt qui sont passés de 1 et prochainement à 4%, multipliés par 4 en l'espace de 20 mois, la réduction de la capacité d'emprunt des ménages, elle est là. Mais ça ne va pas monter. Les taux d'intérêt, c'est fini, ça. Ah, rien n'est garanti. On s'attend encore à une ou deux hausses de la BCE avant la fin de l'année. Donc rien n'est dit qu'ils ne vont pas continuer. Vous savez, c'est difficile de faire la prévision. Mais mais il y aura ce taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter. Ah non, d'accord, c'est le taux d'usure. Si ça bloque, les gens ne prêteront plus. On fermeront les robinets. Christine Lagarde a encore annoncé hier qu'elle allait augmenter les taux. Donc le taux d'usure est revenu tous les mois. Donc il s'adapte donc ça va encore monter. Au taux d'ABCE. Il y a un risque, mais en passant à 4%, on réduit de 20% la capacité d'emprunt des ménages français en l'espace de 20 mois. C'est-à-dire qu'automatiquement, il faut se reporter sur les prix pour avoir un prix accessible du logement en France. Donc, et la décélération des prix est engagée. Le taux d'usure, c'est quand même quelque chose à double tranchant. C'est fait pour protéger, pour pas que les prix du crédit s'envolent. Sauf que ça se retourne contre l'acquéreur, parce qu'à un moment, il y a des acquéreurs qui pourraient, mais comme le marché est au-dessus du taux d'usure, les banques coupent. Donc, moi, j'avais essayé d'être un peu disruptif, et si on essayait pendant 6 mois la suppression du taux d'usure pour l'immobilier, et faire confiance aux banques. Bon, ça a été totalement rejeté, mais... Ah ben oui, mais on protège. Vous y croyez, vous? Mais non, mais c'est pas ça le sujet. C'est une bonne expérience. Le sujet, c'est 6 mois d'expérience. Mais non, mais d'abord, les clients sont pas fous. Si c'est trop cher, ils n'achèteront pas. Et les banques, est-ce que vous croyez que les banques ont intérêt à aller organiser l'insolvabilité de leurs clients? Et à prendre du risque. Donc on est aujourd'hui avec des banques françaises qui sont raisonnables. Je pense que j'ai échangé avec plusieurs patrons de banques qui étaient plutôt favorables à ça. On n'a pas osé essayer. C'était osons essayer. Et puis si ça dérape, bon, on le remet. Hein. Et pour revenir sur la baisse de capacité d'emprunt, en effet, rappelons que le prix moyen en France, c'est un petit peu moins de 300 000 euros. Restons à 300 000 euros. 300 000 euros, si les taux, en effet, vont là où on pense qu'ils vont aller, la capacité d'emprunt est passée pour le même couple avec 4 000 euros de revenus de 300 000 euros à 215 000 euros. Donc là, ça fait une sacrée baisse. Mais en effet, la disparité de Paris, pour revenir sur Paris, sur les prix... un couple, 4 000 euros de revenus mensuels. En 2021, on lui prêtait 300 000 euros. On lui prêtait 300 000 euros en 2021, aujourd'hui 215 000 euros. Oui, évidemment, ça change. Et la différence, c'est quoi? Oui, mais comme il y a une baisse des prix... Non, mais oui, sauf que la baisse des prix, elle ne suit pas. Ah bah, si j'avais une baguette magique pour faire entendre raison à mes clients vendeurs en leur disant j'appuie sur une baguette magique et tous les prix baissent de 20%, on ne serait pas en train de se plaindre. Hein. Non, et après, pourquoi Paris se distingue des autres, mais pas que Paris, les grandes agglomérations. Mais là où il y a toujours eu l'emploi, mais parce que le prix moyen que je vous donne, c'est un prix français, enfin c'est un prix sur le territoire hexagonal. À Paris, le prix moyen, c'est pas 300 000 euros. C'est beaucoup plus important. Donc quand vous êtes vendeur et que vous perdez 20% de 500 ou 600 000 euros, et pareil pour l'emprunteur, c'est là que les planètes ont du mal. Le phénomène parisien est le même dans toutes les grandes villes, dans toutes les grandes métropoles françaises. Paris donne toujours un peu. Paris a toujours un petit peu d'avance parce que c'est là où les prix restent les plus élevés. Mais il a été largement copié par d'autres grandes villes. Par exemple, Nantes. Nantes a été l'une des villes pendant ces 4 dernières années qui avait un engouement qui explosait. Ça y est, on arrive au plafond vert. Angers, Lyon. Voilà. Mais les mécanismes restent les mêmes. Les mécanismes économiques de retrait du prix et d'ajuster par rapport au pouvoir d'achat, c'est tout simple. Quand les taux d'intérêt baissaient, bien les prix montaient, et quand les taux d'intérêt montent, les prix sont amenés à baisser. Et c'est naturel, c'est une régulation automatique du marché de l'existant. Et j'ajouterais juste une chose, c'est que... Alors en effet, selon les secteurs où on se trouve, on peut aller jusqu'à 70-75% des acquéreurs qui ont recours à un emprunt. Mais vous pourriez me dire, d'accord, mais dans ce cas, est-ce qu'il y a des paiements comptants? Bien évidemment. Et je peux vous dire que c'est beaucoup d'affaires aujourd'hui qu'on fait ça grâce à eux. Mais limite, ce sont eux les pires négociateurs. Vous arrivez aujourd'hui avec un paiement comptant. Il y a beaucoup d'acheteurs qui paient comptant. Quelqu'un qui a revendu une maison, quelqu'un qui... pas un primo-accédant. Hein. Alors c'est souvent en effet des zones qui sont sur le littoral français. Non, pas en liquide quand même, non. Non, mais on pourrait se dire... C'est interdit, M. Bourdin. Comme ça, quoi. Non, mais voilà. C'est interdit, M. Bourdin. Je sais, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc il y a ceux qui peuvent pas, parce que finalement c'est la banque qui leur dit, moi je suis désolé, mais avec toute la volonté du monde, je peux pas vous prêter plus que ce que vous demandez. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils savent très bien que d'avoir aujourd'hui un paiement comptant, ça compte dans la négociation. Alors, dernière chose avant d'observer une nouvelle pub, je pense aux zones où il est très très difficile de se loger. Je parle des zones touristiques, hein. Le littoral, que ce soit le littoral méditerranéen ou le littoral atlantique. Là, c'est vraiment très difficile, ou des zones très touristiques, où il est très difficile de se loger. Il n'y a rien dans ce plan, hein. J'ai rien vu là. Alors si, indirectement, la fiscalité du Airbnb, par exemple, était plus avantageuse que la fiscalité sur la location de long terme. Ça va être revu, sérieusement, parce que c'est trop pénalisant. Les propriétaires préférant mettre dans ces zones touristiques, puisque c'est de cela qu'on parle, préfèrent mettre leur logement
en Airbnb, touristique, bien sûr. En immobilier touristique plutôt qu'en immobilier d'habitation. Et donc les avantages fiscaux vont disparaître? Ils nous ont promis qu'ils allaient revoir ça pour avoir ils vont être rabotés. Ils vont être rabotés. Il est temps, non? Et qu'on remette un peu de l'ordre dans le parc Airbnb, ça serait une bonne chose, quoi. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est-à-dire immatriculer obligatoirement la location, une déclaration effectivement de changement d'usage aussi, et éviter qu'on fasse du Airbnb à la sauvage dans tous les immeubles en France sans qu'il y ait de contrôle et de surveillance. C'est envahissant. Non, mais c'est pas que c'est envahissant. Le Airbnb ou les plateformes. Là, c'est un véritable phénomène qui va nous péter la figure. C'est-à-dire que là, on parle d'accession, mais il y a aussi la location. L'accession, pour la raison qu'évoque Loïc, sur toutes les personnes bailleurs qui se sont dirigées sur la location de courte durée, la location saisonnière, aux dépens finalement pour la location de longue durée qui s'adressait une fois de plus à ceux qui rentrent dans la vie active et qui construisent un début de vie. Très franchement, ça plus le fait qu'aujourd'hui les contraintes énergétiques contraignent les bailleurs à devoir faire des travaux pour pouvoir respecter les lettres énergétiques. On va parler de la rénovation des logements. Le coût et une fois de plus la filière qui est grippée. Aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de biens qui sortent de location qui vont sur le marché de la vente. Donc aujourd'hui, on va avoir une tension au niveau de la location qu'on n'a jamais vu. On va parler de la location justement après la pause. Il est 11h30. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. 11h33. Nous allons prendre Angélique. Bonjour Angélique. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes à Rungis, le Val-de-Marne. Racontez-nous, vous êtes responsable commercial, hein? Tout à fait. Angélique, et vous avez cherché à acheter? C'est ça, tout à fait, sur la commune de Rungis. Sur la commune de Rungis. Oui. Et alors, du coup, mon crédit a été accepté au préalable, et là, du coup, avec tout ce qui se passe, donc les taux d'usure notamment, mon crédit s'est vu refusé. Donc j'ai été accompagnée par une courtière, Madame Sophia Baz, qui suit le dossier depuis le départ. Et donc du coup, elle a été obligée de remonter le dossier à 3 reprises. Et donc aujourd'hui, on en est là. Quel est le taux d'endettement maximum qu'acceptent les banques? 30-35%? Ah oui, le taux d'endettement. Oui, le taux d'usure, 35%. Oui, le taux d'endettement, c'est 35%. C'est ça, Angélique, 35%? Oui, tout à fait, mais à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Hein. C'était le taux d'usure, mais c'est qui? Et alors pourquoi les banques vous ont dit quoi? Alors, a priori, c'est parce que comme je suis fumeuse, du coup, au niveau de l'assurance, le montant est plus important, et donc du coup, ça passe plus avec le taux d'usure. Le montant de l'assurance rentre dans le cadre de calcul du seuil. Bien sûr, c'est le calcul du taux d'usure. C'est tout ce qui va autour de l'emprunt. Les fumeurs. Donc personne n'y met du sien là. Non. Il y a une pénalité, ni les assureurs, ni non. Enfin, je sais pas. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on avait demandé déjà de sortir. Oui. Parce qu'il y a aussi quelques personnes qui le font sans assurance. C'est rare, mais ça peut arriver. De sortir du calcul du taux d'usure, tout en laissant le même taux. Oui. L'assurance. Évidemment. Parce que c'est discriminant. Mais ça revient à ma proposition d'il y a un quart d'heure, qui était de dire, et si on essayait pendant 6 mois de ne pas avoir de taux d'usure, cette dame, Angélique, je crois, a été totalement pénalisée. Exclue. Alors qu'elle était demandeuse, quoi. Donc, on a sorti du jeu quelqu'un qui pouvait acheter. Et surtout que je tiens quand même à préciser qu'on a quand même avec mon mari un apport important. C'est ce que j'ai demandé. Le taux d'endettement ne le dépasse pas du tout. Donc du coup, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi en fait je me vois refuser un crédit immobilier aujourd'hui. Oui. Vous avez un apport de combien de pourcentage? 33%. 33% d'apport. 33% d'apport, et Angélique ne peut pas devenir propriétaire. Non, en fait, franchement, vous n'allez pas me dire que c'est ça le scandale. C'est parce que c'est pas qu'elle peut pas devenir propriétaire, c'est que la banque peut pas lui prêter parce que le taux. Que ferait la banque est au-dessus du taux d'usure. Et là, le système bloque. Et juste Angélique, la question c'est est-ce qu'au niveau de l'assurance, vous avez fait l'assurance de la banque ou vous avez vu d'autres assurances? Vous avez fait le tour un petit peu, la courtière vous a conseillé justement d'aller voir d'autres compagnies? On est sur le sujet là justement aujourd'hui, depuis la semaine dernière, on est sur le sujet, parce qu'à la base effectivement c'était l'assurance de la banque. Et là pour le coup on voit des assurances externes. De la banque. Je ne peux pas croire que vous ne trouviez pas votre solution. 33% d'apport, si c'est que le problème de l'assurance. Je pense que vous allez trouver une solution, Angélique. A priori, oui, j'espère, parce que là, ça commence à faire long et je perds espoir. Bien sûr. Et c'est un peu indiscret, mais juste pour. Vous avez quel âge, Angélique? J'ai 45 ans. 45 ans, en plus. C'est jeune, très jeune. C'est jeune. Oui, c'est jeune, oui. Bon. Oui. Bien, merci Angélique d'avoir appelé. De rien.
vraiment merci. Ça, c'est un cas typique, hein, malheureusement. Ce sont les aberrations du système, où le taux d'usure, là, pénalise tout le monde. Une banque qui a envie de prêter, un client qui rentre dans toutes les conditions, mais comme il y a une norme, plam, ça coince. Voilà, une norme. Voilà. Et au-delà, on compte beaucoup sur le HCSF la semaine prochaine, le 13. Oui, alors rappelez-nous ce que c'est. Le comité sur la sécurité financière, c'est à limiter notamment les capacités d'endettement des ménages, donc à 35% de leurs revenus globaux, et une durée d'endettement de 25 ans. Bon, nous on demande, il ne s'agit pas d'endetter plus les Français, mais d'assouplir un peu les règles, notamment d'éligibilité à ce dispositif, notamment sortir l'assurance ou les frais annexes du taux d'intérêt de... Et je répète ce que je disais tout à l'heure, et qui pourrait être une mesure qui pourrait être beaucoup plus simple si justement on la respectait, mais faut-il encore que les banques soient transparentes à ce sujet, c'est la fameuse dérogation de flexibilité qui est autorisée justement par le Haut Comité de la stabilité financière, qui est de 20%. Et aujourd'hui, la moyenne en France, la source elle date d'il y a un mois, c'est 14%. Cette banque, là, je serais curieux de savoir, cette banque, j'ai pas voulu nommer la banque parce que ça se fait pas, mais je serais curieux de savoir si justement on avait possibilité d'avoir recours à ça, de dire, alors imaginons c'est la banque Tartuffe, Tartuffe, vous êtes à combien de votre dérogation? 12%. Pourquoi vous prenez pas alors, 12% un conseil que vous allez donner à nos auditrices et nos auditeurs, est-ce qu'il faut, quand on veut acheter, souscrire une assurance chez l'assureur de sa banque, de la banque qui prête? Il faut mettre en concurrence. Je reviendrai sur la HCSF. C'est une institution qui a été créée il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans. Présidée par Bruno Le Maire. Oui, et qui notamment, je dirais, a pour mission de limiter, de freiner l'endettement des Français avec l'immobilier. Donc, parce qu'il considère que les Français sont trop endettés. Mais l'État est tout aussi endetté d'ailleurs. Mais simplement, si on revient au mécanisme ancien, le HCSF n'existait pas, et le banquier est un capital risqueur, il est capable d'apprécier les capacités d'emprunt de son client au regard de ses revenus et d'être le seul juge et arbitre, comme disait Pascal. Aujourd'hui, s'il y avait une libre disposition des banquiers pour pouvoir décider de l'octroi d'un crédit, je pense qu'on aurait beaucoup plus de souplesse. Et puis ce qui est fou, c'est de rappeler ce qui a été dit par Pascal Boulanger, c'est que ce haut comité, il a été créé pour protéger les Français et qu'aujourd'hui il se retourne contre eux. On va parler de la location avec un nouveau témoignage, ça appelle beaucoup. Annie, qui est à Arcachon. Bonjour Annie. Bonjour Annie, vous êtes propriétaire, vous avez 2 appartements Annie. Oui, j'en ai 2 que j'ai hérités de mon père avec les locataires dedans. Donc moi je suis aide à domicile, donc là-dessus j'ai aucun problème. À la suite de la succession, la première m'a laissé une ardoise de 15 000 € de travaux et 9 000 € d'impayés. Oui. Donc, on s'est débrouillé, voilà. Et la seconde, le problème, c'est qu'elle a plus de 65 ans, donc je ne peux pas récupérer mon logement. Oui. Mes enfants veulent, voilà. Donc, donc vous avez un logement en location courte durée, l'autre en longue durée. Oui, mais le problème, c'est qu'on parle toujours de la fiscalité. Ce qu'on ne prend pas en compte, c'est qu'un propriétaire de location courte, il paie tout. Oui. Il paie les ordures ménagères, il paie les consommations d'eau, de gaz, d'électricité. Mais courte durée, c'est-à-dire Airbnb. Comment? Airbnb. Ah bah oui, mais c'est un choix. Mais voilà, mais faut arrêter de dire que la fiscalité, la seule fiscalité qu'on évite, c'est-à-dire qu'au-dessus de jusqu'à 23 000 €, on ne paye pas de cotisation URSSAF. Au-dessus de 23 000 €, vous payez des cotisations URSSAF. Maintenant aussi, pourquoi les gens ne veulent plus louer, c'est parce qu'on ne peut pas récupérer de logement. Ah, alors là, la durée des bails et des baux, pardon. C'est-à-dire que Non, c'est quoi Non, le problème, c'est que quand on va vous voulez s'adresser récupérer... au président de la FNAIM. Non, la durée du bail, il est fixé par la loi du 6 juillet 1989. C'est une durée de 3 ans. 3 ans, renouvelable. On peut faire échec au renouvellement du bail que pour donner congé au locataire pour vendre. Sinon, on peut pas. Ou reprendre pour son usage personnel, c'est tout. Donc, voilà. On n'a pas le droit, sinon, de reprendre son logement. Congé pour vendre ou reprise pour son usage personnel. Donc voilà, c'est un cadre législatif réglementaire. On a eu de nombreux débats là-dessus. Aujourd'hui, je ne pense pas que les législateurs reviennent sur ce statut qui est quand même néanmoins un statut d'équilibre. C'est le statut des locations non réglementées comme Airbnb, location saisonnière et touristique, qui lui pose problème, donc contre lequel il va falloir effectivement réamener un juste équilibre. Un juste équilibre. Bien, merci Annie pour votre témoignage. Donc, logement longue durée, on ne peut pas bouger. Alors, la location aujourd'hui, le marché de la location. D'abord Loïc Quentin, ensuite Brice Cardi. Loïc Quentin. Il en est où le marché de la location? Alors, le marché de la location, il est aujourd'hui en électrochoc, compte tenu que quand on ne peut pas acheter,
eh bien, on reste locataire. On est d'abord locataire, son parcours résidentiel est rompu. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas acheter, ils restent locataires. Donc il y a peu de logements loués. Il n'y a pas la rotation. Ils ne libèrent pas. En plus de cela, l'apport du neuf aujourd'hui, il y a de moins en moins d'investisseurs dans le neuf parce que les taux de rendement ne sont pas assez chers par rapport aux taux d'intérêt qui sont pratiqués sur le marché. Troisièmement, on a la rénovation énergétique. Tous les appartements que j'ai, EF, qui notamment frappent d'indécence la location de ces logements. Il y a 14% des propriétaires qui ont plus de 80 ans, ils n'ont pas envie de faire des travaux. Ils disent, eh bien, on donne congé à notre locataire et on vend le logement. Donc, on arrive progressivement à une attrition du parc locatif, une diminution, et notamment des appartements qui ne sont pas à disposition pour des jeunes diplômés, des cadres mutés, des étudiants qui arrivent. Et on va avoir une rentrée épouvantable. Pas grand-chose à rajouter, en effet, sur ce que vient de dire Loïc. Si ce n'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en effet... Peut-être, et c'est là qu'on n'a vraiment pas eu grand-chose avec les annonces du CNR, c'est inciter justement ces bailleurs privés à pouvoir s'engager dans ces travaux, mais faut-il encore s'assurer que la filière puisse répondre à ça pour pouvoir bénéficier des aides et autres, et surtout la partie financière. Et la partie financière, il faut fiscalement, il y a un avantage au statut du bailleur privé. Alors, il y a quand même une bonne mesure, moi je trouve, dans le plan, c'est l'élargissement de la garantie Visale. Oui, alors... je rappelle ce que c'est la caution. C'est Action Logement qui se porte caution pour ceux qui veulent louer et qui n'ont pas de garant. À ce que je sache, moi, je suis administrateur d'Action Logement et donc je peux en parler. Aujourd'hui, Action Logement n'a émis aucune limite ni aucune restriction à la délivrance de garantie Visale. Il n'y a pas de limitation. De dire on va monter à 2,5 millions, bah oui, on peut dire pourquoi pas 4 ou 5. C'est pas ça effectivement qui crée un accompagnement et une réussite du parc locatif. C'est-à-dire, rappelez-nous ce qu'est la garantie Visale. À qui elle s'adresse? Elle s'adresse donc à des demandeurs de logement. C'est-à-dire c'est un cautionnement simple, comme on peut demander à l'occasion d'une location. Tout le monde peut l'obtenir, ce cautionnement? C'est sur présentation du dossier, et on le fait régulièrement. Tous les cabinets FNIM et autres souscrivent à cette garantie qui est octroyée, notamment, et avec des garanties, une plus grande souplesse pour des jeunes, notamment des jeunes dans le cadre d'un parcours résidentiel. Des jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens, qui ne peuvent pas présenter un dossier, parce qu'aujourd'hui, dites-moi, pour louer aujourd'hui, les propriétaires sont de plus en plus exigeants en plus. Oui, mais celle-ci, c'est pas mal détendu entre Visale, entre différents organismes privés qui soutiennent. On a garanti loyer impayé. C'est plus, très franchement, c'est plus le souci. Le souci, c'est l'offre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. Non, parce que j'entends dire aussi, j'entends même des propriétaires dire, moi, je veux pas louer, de toute façon, ça me sert à rien de louer. Ils ont les moyens de dire. Oui, mais c'est marginal. C'est marginal. Non, mais c'est justement qu'on parle. Mais il paraît que les propriétaires demandent des dossiers extrêmement fournis, extrêmement. Là-dessus, ça s'est quand même pas mal détendu. Pour rebondir sur ce que disait Loïc, l'offre. Le problème, c'est qu'il faut être motivé, mais il faut être motivé à louer son logement. Entre les charges de copro, parce que là, je vous dis, il y a des propriétaires qui ne sont pas motivés. Mais il n'y a aucun intérêt. Comment il n'y a aucun intérêt? Elisabeth Borne nous a promis hier qu'elle allait revoir la fiscalité là-dessus. Donc peut-être recréer de l'intérêt par la fiscalité. C'est peut-être la bonne nouvelle du CNR. Et puis, voilà. Parce que le propriétaire aujourd'hui n'a pas intérêt à louer son logement. Si, mais ça dépend où le bien se trouve, dans quel état il est. Avant même qu'il y ait cet engagement, et on va pas le condamner, l'engagement pour la planète, etc., il est extrêmement louable. Nous, professionnels, de pouvoir contribuer à ça, ça donne encore plus de sens à notre action. C'est pas le sujet, c'est une fois de plus bénéficier des moyens. Avant qu'il y ait tout ça, déjà, un simple rafraîchissement, un coup de blanc, une moquette, déjà, il y a 10 ans, c'était compliqué pour faire entendre raison à certains bailleurs. Et pas qu'ils voulaient pas, mais parce que, en effet, à la fin, il reste pas tant que ça. Après les impôts et autres. C'est que les propriétaires ne voulaient pas rénover leur logement, mis en location. On a tous visité des logements dans un état épouvantable. Mis en location. Ouais, mais c'est un peu réducteur, c'est un peu court comme raccourci. Non, c'est pas réducteur. Écoutez, moi, ça m'est arrivé 10 fois dans ma vie d'aller visiter des logements dans un état qui était mis en location, dans un état déplorable. Moi, j'aurais été propriétaire du logement, j'aurais eu honte de le mettre en location. Ne dites pas que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Bien sûr. Je dis pas que ça n'arrive pas. Loïc Quentin. Bien sûr. Vous leur dites d'ailleurs, j'imagine, à ces propriétaires. Et ça, c'est nous, on est en permanence à leur dire, il faut faire des travaux pour avoir un produit effectivement adapté, évidemment. Et notamment de confort. Et aujourd'hui, imaginez être bailleur et ne pas se soustraire à cette obligation, c'est ne pas être conscient de la réalité du marché. Dans tous les cas, aujourd'hui, les locataires. Et c'est le rôle qu'on joue. Alors, au-delà de parler de la peinture, évidemment. Bien sûr. Mais pareil, là, on parle. Faut acheter un logement neuf. Va nous dire Pascal Boulanger, évidemment. On parle de rénovation. Actuellement, en effet, l'actualité, c'est plus le côté
individuel et privatif. Les étiquettes énergétiques par rapport au logement qui est loué. Mais ce qui nous pend au nez, là, c'est d'actualité, ça. Et ça va pas s'arrêter pendant au moins les 30 prochaines années, c'est le collectif. Je vous donne un exemple très concret. À Vitry-sur-Seine, on a un logement, je comprends pas, ça fait 3 fois que la vente pète. Je m'intéresse au dossier, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce... Le problème, c'est qu'on est sur un immeuble des années 60, en cours de vote, ça pend au nez des copropriétaires. Il va être voté pour pouvoir améliorer la performance énergétique du logement, parce que c'est un logement avec beaucoup de logements, enfin une grosse copropriété, l'isolation par l'extérieur, le coût ramené au lot qui était à vendre, je crois que c'était un lot qui faisait à peu près 60 mètres carrés, 25 000 €. Vous êtes occupant, vous lisez le PV de l'Assemblée Générale et vous savez en gros ce qui est en discussion, qui va être voté dans les prochaines années. Vous êtes occupant, c'est 25 000 qu'il faut prendre en ligne de compte. Vous avez un investisseur. Il faut prendre en compte et à l'arrivée, vous n'y allez pas. 25 000. Voilà. Bien, 11h48. Allez, nous allons parler justement de la rénovation des logements. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, pour terminer, Pascal Boulanger préside la Fédération des promoteurs immobiliers de France. Il est avec nous. Loïc Quentin préside la Fédération nationale de l'immobilier. Il est avec nous. Et Brice Cardy est PDG du réseau L'Adresse. Il est avec nous. Alors, la rénovation de logements, rappelons quelle est la loi. Alors, la loi climat résilience fixe des obligations, notamment pour l'ensemble du parc français, à notamment avoir un parc décarboné, horizon 2050. Mais horizon 2050. Fixer des obligations pour les copropriétés, notamment tous les ensembles immobiliers, pour les E, F et G avant 2034, de décider de travaux, c'est 11 millions de logements concernés. C'est-à-dire que je suis propriétaire d'un logement qui est classé E, F et G, je suis obligé d'engager des travaux de rénovation énergétique. Oui, parce que si vous ne faites pas ces travaux, notamment pour les G avant le 1er janvier 2025 et le F en 1er janvier 2028, votre appartement est frappé d'indécence, il ne peut pas être loué. Et je ne peux pas le mettre à la location. Non, il est indécent. J'ai intérêt à faire les travaux. On va avoir, aujourd'hui on est à un plein vide juridique, on ne sait pas si on peut louer. Alors on a intérêt à faire des travaux, essentiellement dans des logements anciens, évidemment. Mais qui va faire les travaux? Est-ce que ce sont les constructeurs de maisons, d'immeubles? Ce sont des artisans qui vont faire les travaux, qui sont déjà débordés aujourd'hui? Ce sont toutes les entreprises du bâtiment, mais du bâtiment. Là, c'est quelque chose qu'on a fait valoir, nous, en janvier 2023. Seulement 16% des entreprises ont la qualification RGE pour répondre aux travaux de rénovation à engager et pouvoir faire bénéficier de ma prime rénov, qui est le dispositif d'accompagnement des propriétaires. Donc, s'il n'y a pas une entreprise RGE, pas de travaux éligibles à la prime rénov. Donc il faut élargir. Voilà. Alors moi, j'ai retenu hier dans le hier dans le discours d'Elisabeth Borne, qui n'a pas été repris par la presse. Nous allons créer 200 000 emplois. J'étais stomaqué. Mais où? L'État qui décide. Alors c'est vrai que, vous savez... Non, mais c'est vrai qu'avec... Il y a un marché formidable. Mais la rénovation des logements... On a toujours entendu... tous les politiques ça va entraîner la création d'entreprises. Tous les politiques de ce pays ont dit que la rénovation était un gisement d'emplois. Oui. On attend. Là, il faut un véritablement plan Marshall de la création d'emplois pour accompagner la rénovation énergétique. Avec les effectifs actuels, mission impossible. Alors, peut-être, je me tourne vers Pascal Boulanger, peut-être que les constructeurs avec lesquels vous travaillez pourraient se mettre à la rénovation énergétique des logements. Alors, oui et non. Ce sont quand même pas les mêmes entreprises. Nous, quand on fait un immeuble de 100 logements, on est obligé de prendre un major du BTP. Un grand. Un grand. C'est pas l'artisan du coin. Oui, mais le grand peut créer des filiales. Le grand a certaines filiales, mais ça va pas être aussi simple que ça, parce que si Elisabeth Borne annonce 200 000 emplois créés dans la rénovation énergétique et dans la rénovation en général, nous, on annonce quand même près de 300 000 emplois qui vont disparaître. Oui, donc, je sais pas bien compter, mais ça fait pas le compte. Bon, d'accord. Donc, il va pas y avoir un transfert automatique. Le maçon qui sait faire un immeuble de 100 logements, le chef de chantier, tout ça, ne va pas se retrouver à rénover un appartement de 60 mètres carrés. C'est quand même pas non plus les mêmes métiers. Oui, mais dans certaines communes, celui qui construit, le maçon qui construit une maison individuelle, il peut très bien aller rénover le logement voisin. Hein. Oui, ça c'est vrai. Mais moi je vous parle des deux extrêmes. Je comprends. L'artisan par rapport au major du BTP. En fait, c'est une prime pour les artisans, ça, non? Il faudrait que j'ai la fédération des artisans. Non, pas une prime pour les artisans, parce que dans tous les cas, je dirais que le chantier de la rénovation énergétique... La CAPEB me répondrait. Mais... Le chantier de la rénovation énergétique est un chantier d'ampleur qui va nous amener jusqu'en 2050, date de décarbonation totale de l'économie immobilière. Mais à côté de cela, il faut former, et puis il faut avoir... C'est un argument de vente. Quand on a un logement... ça va le devenir. Ça va devenir un argument de vente. Parce que la valeur verte va s'imposer dans toutes les transactions immobilières de demain. Et ça, c'est le grand
chantier des transactionnaires, des agents immobiliers. La valeur verte, même chose pour la vente, pour la construction de logements. Bon, ça fait longtemps, on a eu la RT 2012, on a la RE 2020. Nous, on est largement devant. Là, on est avec les normes qu'on a. Nous. Qu'est-ce que vous vouliez dire Non, je disais que pour moi, c'est même pas demain, c'est déjà aujourd'hui. On a nous fait un sondage où on est passé de l'obsession du balcon, jardin, terrasse des Français post-confinement, aujourd'hui l'obsession de l'étiquette énergétique. Est-ce que c'est l'étiquette énergétique? Est-ce que c'est une sensibilité par rapport à l'environnement ou est-ce que je comprends le futur propriétaire ou le futur locataire. Pardon, je le comprends très bien parce que quand on voit le coût de l'électricité, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, c'est l'inquiétude de ne pas pouvoir payer sa facture en fin de mois. Donc véritablement, c'est devenu quelque chose d'obsessionnel. Il faut que son logement soit. Et je rajouterais en effet sur l'idée de ce qu'a annoncé notre Premier ministre sur le fait de dégripper un peu la filière. On a annoncé, et on ne va pas leur en vouloir d'avoir été extrêmement ambitieux sur les contraintes et les objectifs qu'ils nous ont fixés, mais une fois de plus, on a donné des objectifs, mais on n'a pas doté les moyens. Je donne un exemple très concret. On a sorti un audit énergétique très récemment, justement, pour les maisons individuelles. Et bien, une fois de plus, la filière n'est pas prête. On a très peu de diagnostiqueurs qui veulent y aller. Et vous savez pourquoi? Parce que les assurances elles-mêmes ne veulent pas les accompagner. Alors, très très vite, parce que je suis déjà en retard, mais je prends William parce qu'il a appelé. William, j'ai vraiment 30 secondes pour vous. Allez-y, racontez-nous. Vous étiez chef d'entreprise. D'abord, bonjour. Vous êtes à Périgueux, vous étiez chef d'entreprise, vous êtes retrouvé au RSA. On vous a demandé des cautions que vous n'aviez pas. Parcours du combattant pour louer, William? Ah, mais tout à fait, oui. Ben, moi, j'ai écouté notre président de la République qui m'a dit il n'y a qu'à traverser la route pour trouver du travail. Oui. La route était très large, puisque je suis parti du Tarn. J'ai trouvé du travail à Libourne, donc à 400 km de chez moi. Heureusement, j'ai des amis qui m'ont prêté un lieu d'hébergement sur Sarlat et la Croix et la Bannière. Alors, entre les logements qui sont loués uniquement pour 3 mois dans l'année, parce que les gens ne veulent pas les louer à l'année pour la saison, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Surtout à Sarlat, oui. Oui, Sarlat, c'est l'enfer. Les restaurateurs se plaignent de ne pas trouver de main-d'œuvre, mais à juste titre, parce qu'il n'y a aucun lieu d'hébergement. Et puis, alors, moi, dans ma condition, chef d'entreprise, je vivais dans une maison familiale, donc pas de quittance de loyer. 57 ans, on me demande une caution. J'ai un propriétaire qui m'a dit, monsieur, vous n'avez pas de caution. Ah ouais, pas de problème, vous avez des fiches de salaire, un bon salaire, pas de souci, mais vous n'avez pas de caution. Mais je dis, monsieur, j'ai 57 ans. Une caution, j'ai pas 18 ans. J'ai ni mon père, ni ma mère. Je fais comment? Je trouve à qui? Ah ben c'est votre problème. Et puis alors des dossiers, j'avais l'impression d'être autant de la Russie soviétique où c'était il me fallait un dossier de mon CV, il me fallait tout. Quoi. Ça, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça existe encore. Ça existe encore. Ça existe souvent. J'entends. Vous le voyez souvent à la FNAIM. Ah oui, il y a des dispositions, je dirais, d'accompagnement. Je parlais de garantie visale, c'était un dispositif. Il y a des dispositifs comme le FAST aussi pour les intérimaires qui cautionnent notamment des jeunes. Pour les intérimaires. Oui, les intérimaires en recherche de logement et ils sont cautionnés. Donc il y a des dispositifs qui existent. Alors peut-être qu'il n'a pas frappé à la bonne porte, mais aujourd'hui, il faut quand même comprendre que, je dirais, c'est comme en matière de crédit bancaire. Un banquier qui loue un logement, il a besoin de s'accompagner de garanties et de regarder le dossier du locataire. Là, en l'occurrence, pour l'auditeur, c'est un peu dommage que quelqu'un qui se... Mais je dirais la problématique, quand on voit qu'aujourd'hui, le gros souci, c'est qu'il est confronté à des logements touristiques et notamment pas de logements vides à l'année. Quand on veut redynamiser économiquement la France, eh bien on a un regard sur le logement et je pense que là, la politique du logement doit s'orienter aussi à rééquilibrer les territoires avec une offre de logement pour ceux qui permettent d'assurer l'équilibre de la vie économique et touristique. Merci William, vous avez raison. Merci à tous. Pascal Boulanger, je vous sens dépité, un peu désabusé. Oui, parce que s'il y avait plus d'offres, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Bon. Et on en restreint l'offre. Bon, merci beaucoup. Il est 11h58, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous avoir accompagnés depuis 1 heure. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h13, nous recevons Dimitri Casali, historien, auteur de l'histoire, Histoire de l'armée française, aux éditions Ring. Dimitri Casali, bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, déplacement mémoriel, Emmanuel Macron. On va dépasser le cas Emmanuel Macron. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, là, du 6 juin 1944. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à Colville, Montgomery, dans le Calvados. Colville,
Deauville, Montgomery, 177 Français y débarquèrent le 6 juin 1944 dans le commando Kiefer, hein, c'est cela? Le fameux commando Kiefer, oui, dont le dernier survivant, Léon Gauthier, on l'a vu, voilà, est présent aux côtés d'Emmanuel Macron. C'est le dernier survivant français du débarquement, quoi. C'est quand même incroyable, c'est un personnage haut en couleur. Et c'est vrai que c'est un événement, pour moi, crucial aussi de l'histoire de l'humanité. Il faut savoir que c'est quand même la plus grande opération amphibie de l'histoire de l'humanité. Hein, c'est-à-dire 150 000 soldats venus de 13 pays. En une journée vont être débarqués sur les plages de Normandie, sur un front de 35 km. Surtout, 5000 navires vont les soutenir avec autant d'avions, 5000 avions. Et c'est vrai que c'est une opération qui est réussie. Alors, on parle toujours du massacre d'Omaha, mais c'est un grand succès sur les 5 autres plages que sont les plages Juno, Sword et tout. C'est un succès total et incroyable dû à une opération d'intoxication Fortitude. Les Allemands qu'on a appelé Fortitude, le nom de code, et les Allemands étaient persuadés que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais, donc beaucoup plus au nord. Donc ils ont été surpris, ils ne s'y attendaient pas, et les Alliés ont été chanceux. Que s'est-il passé ce jour-là côté allemand? Incroyable, mais une chance incroyable. Non seulement le grand maréchal Rommel, qui était le plus brillant de tous les stratèges, même avec les Alliés confondus, c'était des types extraordinaires, et c'est lui qui avait dit que le sort de la Seconde Guerre mondiale se jouerait sur ces plages du mur de l'Atlantique, et que ce serait la première journée, ce serait le jour le plus long qui déciderait du sort de la guerre. Le jour le plus long, c'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui a parlé du jour le plus long. Rommel, absolument. Et ben Rommel, il était à Berlin pour célébrer l'anniversaire de sa femme, et donc il est revenu crevé, on l'a réveillé qu'à 10h du matin, hein, donc pratiquement le débarquement va commencer à 0h15, on va parachuter 26 000 hommes sur les bases arrière des lignes allemandes, et qui vont être incroyables. Et enfin, les 7 divisions, il y avait quand même 150 000 Allemands qui étaient prêts. Eh bien, la plupart des chefs étaient partis faire la noce à Paris, et le chef de la division Panzer, de la 7e division Panzer, il était avec sa maîtresse à Paris. Il était avec sa maîtresse à Paris, oui, d'accord. Pendant que les Alliés débarquaient. Exactement. Et quant à Hitler, il a été prévenu en fin de matinée. Oui, à la même heure que Rommel, à 10h du matin. Oui. Parce qu'il s'était couché très tard, il avait écouté. Donc les Allemands ont pris beaucoup de retard, ont été surpris, et donc ont perdu. Alors, ils se sont ressaisis dans un premier temps, parce que c'est vrai que les historiens sont unanimes. Si les 7 divisions allemandes on leur avait donné l'ordre de contre-attaquer aussitôt, il est très probable que le débarquement aurait été repoussé. C'était évident. Échoué. Parce que les chars allemands déjà étaient très supérieurs aux Sherman, les Tigres et les Panthères. Les 7 divisions allemandes étaient extrêmement bien entraînées, hein, alors que là, les Américains et tout, on les avait entraînés, mais c'est surtout les Britanniques et les Canadiens qui étaient mieux entraînés que les Américains. Hein. Oui. Est-ce que ce débarquement réussi a été la bataille décisive de la Seconde Guerre mondiale, de la victoire des Alliés sur les nazis? C'est la grande question. Ça, c'est en débat. Les historiens débattent de cette histoire. Parce qu'effectivement, tout le monde dit que le sort de la Seconde Guerre mondiale s'est joué sur le front de l'Est. Et avec des batailles comme Stalingrad, bien sûr, qui ont brassé pratiquement plus d'1 million d'hommes. Mais le débarquement, par son ampleur, dont je vous ai parlé, la plus grande opération amphibie et aéroportée de l'histoire, pour l'instant, on n'a pas parachuté plus de 26 000 hommes comme les Alliés l'ont fait. Et a son importance, une importance évidente, même s'ils vont mettre pratiquement 2 mois à conquérir la Normandie, et à un prix absolument très cher pour les populations civiles françaises, puisque pratiquement 5 000 Français vont être tués durant les bombardements, surtout. Les villes complètement de Cherbourg, mais détruites à 99%. C'est pour ça
ça que je pense qu'il faut quand même parler, même si le front de l'Est était plus important, et dans les manuels scolaires, bataille décisive. D'une bataille décisive avec la bataille de Normandie qui va coûter quand même 100 000 hommes aux Alliés en moins d'un mois. Donc on voit que les Allemands étaient extrêmement volontaires et dévoués pour repousser les Alliés, mais aussi c'est quand même notre histoire proche, notre histoire locale. Le président Macron va décorer Léon Gauthier tout à l'heure, mais aussi les villes d'Avranches. C'est notre histoire. C'est l'histoire de France, le 6 juin 44. Donc je pense qu'il faut quand même ne pas oublier de célébrer ce grand jour. Est-ce qu'on oublie dans les écoles, par exemple? Est-ce qu'on oublie? Oui, c'est mon grand combat, et je suis scandalisé que le 6 juin 44 ne soit pratiquement plus appris en classe de 3e en particulier, au même titre que le 25 août 44, c'est la libération de Paris. Ce sont des dates, et ces dates-là ne sont plus apprises. Souvenez-vous, pour le 8 mai 45, on a fait un immense sondage auprès des jeunes pour savoir ce qu'éveillait le 8 mai 45 auprès des jeunes, et pas un a su répondre à cette question. Il y a vraiment une montée de l'ignorance historique auprès de nos enfants qu'il faut combattre, et je vous remercie de faire cette émission sur le 6 juin 44 en ce jour de grève, etc. On parle surtout d'autres sujets annexes. Non, il faut avant tout parler de notre histoire et de notre mémoire, parce que c'est comme ça que ça nous permettra d'affronter l'avenir. Si on veut marcher vers le futur, il faut toujours retourner à ses racines. Évidemment. Donc, quelques mots sur ces Français qui ont débarqué, parce que très peu de Français ont débarqué. 177. 177, ce commando Kiefer, c'est tout. Et le commandant Kiefer... Sur 150 000. Incroyable, oui, parce que... Pourquoi pourquoi ils venaient de Londres, évidemment. Alors, le général de Gaulle avait de graves problèmes avec Roosevelt, surtout, et Eisenhower, après, ça s'est arrangé, mais il ne voulait pas de Français dans le débarquement. Mais pourquoi ? Parce que Roosevelt ne supportait pas le général de Gaulle, qu'il prenait pour un... Il voulait peut-être que ce soit une victoire américaine, non ? Voilà. Et quand même, je tiens à dire que sur les 156 000 hommes qui vont débarquer, 99 000 sont anglo-britanniques, et il n'y a que 57 000 américains. Donc, toujours... grâce à leur soft power cinématographique, ils font croire que ce sont eux qui ont remporté la victoire. Certes, logistiquement, et l'intendance et l'armement, les bâtiments étaient américains, mais heureusement qu'il y avait ces 100 000 anglo-britanniques et ces 177 français qui vont se rattraper de toute façon le 15 août 44, où là, il y a une armée, la première armée française qui débarque avec Delattre de Tassigny et le maréchal Juin en Provence, le débarquement de Provence du 15 août, où là, il y a 280 000 Français, dont la moitié, d'ailleurs, sont l'armée d'Afrique du maréchal Juin, composée beaucoup de pieds noirs et de soldats maghrébins aussi. Il faut aussi leur rendre hommage. Évidemment, aussi leur rendre hommage. Et même des soldats d'Afrique, d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique, ou du Sénégal, évidemment. Dimitri Casali, donc 177 qui était à Londres auprès de Gaulle, le commandant Kiefer. C'est un héros. Lui, c'est un héros. C'est un personnage en couleur fantastique et tout. D'ailleurs, avant de partir, avant de débarquer, il dit à ses hommes, vous êtes 177, il faut être... regardez-vous, dites-vous adieu. Je pense que la plupart de vous, vous allez mourir. Et alors, il y en a il y en a que 47, je crois, qui sont morts. Donc finalement, il en restait 130. Voilà, il en restait 130, et surtout, mais tous ont été blessés. Pratiquement tous sur les 177 ont été blessés. Donc on voit l'intensité des combats. On leur a confié la mission de libérer le casino d'Ouistreham, et ils ont réussi, bien sûr, avec ce pont. Mais je vois très bien, le lieu. Le pont. Pégasus, c'est ça ? Pégasus est un peu plus loin, mais voilà. C'est un peu plus loin, Pégasus. Mais c'est vrai qu'ils se sont très très bien conduits, et après ils ont poursuivi dans les rangs de la première armée française, et heureusement, ça fait du bien. Léon Gauthier a cette phrase terrible, vous avez vu dans son interview, où il dit j'étais mal accepté après, à mon retour à la paix civile, parce que peu de Français avaient participé à la guerre. Oui. Il y avait eu que 400 000. Comment très peu de Français, et tous les Français qui étaient résistants, qui étaient résistants dans les lignes allemandes.
Oui, derrière les lignes allemandes. Il y a eu 500 000 résistants, mais par rapport aux 8 millions de combattants de la Première Guerre mondiale, il voulait dire qu'il y en a très peu qui ont servi dans l'armée française. Oui, à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là. Mais il y avait plus de... Oui, les autres étaient plutôt collaborateurs. Alors, ils étaient, pour dire, attentistes. Attentistes, attentistes. Vous êtes gentil, Dimitri. En avril 44, ils acclament Pétain à Paris, et le 25 août 44, c'est la descente des Champs-Élysées par le Léon de Gaulle, où tous les Français sont des résistants de la 25e heure aussi, il faut le dire aussi. Mais l'armée française n'existait plus. Non, enfin il y avait cette armée d'Afrique. Il y avait l'armée d'Afrique. Voilà, avec le maréchal Juin et surtout qui a triomphé à Garigliano en Italie. Là, les Français étaient vraiment la grande victoire des Alliés en Italie. C'est le maréchal Juin qui l'a remporté à Garigliano, et ça il faut le dire aussi, mais c'était souvent... C'est vrai, parce qu'on parle beaucoup du débarquement en Normandie, mais très peu du débarquement en Provence. En Provence, pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Et encore moins de cette campagne d'Italie avec Monte Cassino, Garigliano, qui sont quand même des batailles. Et c'est pour ça que, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup d'historiens pensent que tout s'est joué à l'Est, sur le front de l'Est. D'ailleurs, c'est l'armée soviétique qui a conquis Berlin. Ce 6 juin, ce débarquement n'a pas été mis en scène par les Américains. Est-ce que ça ne fait pas partie du mythe américain? Un peu, grâce à leur soft power cinématographique. C'est vrai que ces films magnifiques sont le jour le plus long et tout leur a permis de tirer la couverture à eux, et ça c'est bien dommage, parce que c'est vrai qu'ils oublient souvent les Britanniques, les Français, mais les Anglais, pareil. Pour le siège, pour Dunkerque, les Britanniques ne parlent jamais dans les films anglais, même les films américains bien sûr, sur Dunkerque, ne parlent jamais du sacrifice des 2 divisions françaises qui ont permis aux Anglais de rembarquer. Et ça, on les Français, et ça nous ne savons pas faire. On ne sait pas faire de films, on ne sait plus faire de films historiques. On ne sait, parce que sinon c'est mal vu. Oui, l'héroïsme des Français, des soldats français. Mais vous savez, il y a une phrase magnifique de Winston Churchill qui rend hommage à l'armée française, et il dit: l'armée française est celle qui a remporté le plus de victoires de toute l'histoire de l'humanité. Et ça, en France, il faut le redire en 2023. Voilà, grâce surtout à Napoléon, à Louis XIV et tout, en nombre net de victoires, c'est l'armée française qui a remporté le plus de victoires de toutes les guerres militaires de l'histoire de l'humanité. Et donc on voit que cette âme héroïque, courageuse, qui faisait quand même le panache français, aujourd'hui, il aurait bien besoin d'être redoré, d'être remis en avant dans l'éducation nationale. Et vous savez que toute cette histoire militaire, comme je vous le disais tout à l'heure, est soigneusement bannie des programmes d'histoire scolaire, des programmes scolaires, parce que aujourd'hui, c'est pas politiquement correct d'apprendre la guerre, les batailles de Napoléon, tout ça. Il faut absolument le taire, parce que la guerre c'est mal. Alors bien sûr que la guerre c'est mal, mais quand on voit aujourd'hui, et c'est ça la leçon de l'histoire, qu'il y a une guerre en Ukraine à quelques à 2000 km de chez nous, il vaut mieux justement réconcilier la nation française avec son armée, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Merci Dimitri Caselli d'être venu nous voir, historien, auteur de Histoire de l'armée française aux éditions Ring. Merci beaucoup. Merci. Il est 12h27, André Berkoff.